Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. « 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parlem de Haïti, un mouvement pour faire diaspora parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne, oui, toujours la même phrase pour introduire l'émission. Il nous faut décortiquer cette politique haïtienne, tenter de comprendre pourquoi nous n'arrivons toujours pas à nous prendre en main, pourquoi nous n'arrivons toujours pas à gérer ces à peine 27 000 kilomètres carrés. En préparant l'émission de ce matin, je me suis posé une question simple, vous direz même mais une question simpliste. J'essaie de me mettre dans la peau
du Premier ministre Gary Coney, j'essaie de porter les chaussures des membres du Conseil présidentiel et je me pose cette question toute simple, peut-être même simpliste, mais à quoi s'affaire le Premier ministre haïtien? Depuis qu'il est là, hein? Il est installé de mémoire au mois de juin, nous sommes rendus au mois d'août et il me semble que la feuille de route était claire. On a fait appel à vous parce que vous avez construit l'image d'un homme qui s'est administré, l'image d'un gestionnaire, d'un haut fonctionnaire des Nations Unies et qui arriverait en Haïti avec pour mission première de régler la question de l'insécurité. Or, j'ai l'impression que depuis que le Premier ministre est arrivé, il fait tout sauf cela. On le voit se balader avec des policiers dans les aires de l'hôpital général. Il a même failli se faire lyncher dernièrement. Plutôt que de s'occuper de la question de l'insécurité, mais il est parti en voyage. Nous allons vous révéler les dessous de ce voyage que Gary Coney a tenté de nous faire passer pour un voyage officiel. Non, il est allé rencontrer des gens à la réputation obscure. Il est allé rencontrer des gens qui, bon Dieu, sont reconnus pour être impliqués dans le trafic de la drogue et de la corruption. On vous dira tout cela tout à l'heure, mais à quoi s'occupe? À quoi s'affaire-t-il? De quoi s'occupe-t-il comme Premier ministre là? Quand il se réveille le matin et qu'il se dirige vers son bureau de Premier ministre, qu'est-ce qui est inscrit en priorité sur son agenda? Qu'est-ce qui est projeté en priorité sur l'écran de sa pensée? Et cette question, je la pose aussi, franchement, aux membres du Conseil présidentiel. Vous et moi connaissons la réalité haïtienne. Les habitants de Port-au-Prince qui ont été chassés de leur résidence privée, qui ont été chassés de leur domicile, n'y sont toujours pas retournés. Les bandits continuent à diffuser sur les médias sociaux des vidéos exhibant leurs armes, ma foi, leurs armes plus lourdes que celles des policiers. Ils ne sont jamais en manque de munitions. Pourtant, le président du Conseil présidentiel est allé, ni plus ni moins, mentir en Grenade en disant que la situation est en train de s'améliorer, qu'il y a une vie qui reprend à Port-au-Prince, que les policiers sont en train de s'en prendre aux criminels. Rien de tout cela n'est vrai. Je comprends que quand on voyage, on veuille présenter, si vous voulez, une image romancée de la réalité, mais de là à dire que la vie reprend à Port-au-Prince, que l'espoir revient, que les policiers sont en train de s'attaquer aux bandits, rien de cela n'est vrai. En sorte que Edgar Leblanc a tout simplement menti de manière à faire croire aux gens de la CARICOM que Haïti va mieux maintenant qu'elle n'y allait il y a un peu moins de 3 mois. Faux, archi faux. Il n'y a pas d'amélioration dans la vie socio-économique de la population. Le problème de sécurité demeure entier. Les bandits deviennent plus arrogants. Ils continuent de contrôler des pans, des artères, n'est-ce pas, de l'agglomération de Port-au-Prince, en sorte que les mêmes artères, les mêmes routes qui étaient bloquées, qui sont bloquées d'ailleurs depuis plus de 2 ans, le sont encore. Et je ne comprends pas que le président du Conseil présidentiel, M. Edgar Leblanc, soit allé dire devant des étrangers que la situation est en train de s'améliorer. Par où sont passées les promesses de Gary Coney qui disait qu'on allait reprendre le contrôle de la sécurité
à Port-au-Prince. S'il faut le faire maison par maison, quartier par quartier, on va le faire. Mais de quoi s'occupe-t-il? Quelle est la priorité du Premier ministre en tant que Premier ministre? Et pourtant, je vous révélerai que, comme si de rien n'était, comme si la population n'en avait plus de souffrir, les politiciens, que ce soit au sein du Conseil présidentiel, que ce soit au sein du gouvernement de Gary Conille, ils continuent de se livrer à des politiques aériennes. Ils continuent de se livrer à des jeux de corruption, à tenter de cacher, à tenter de se défendre, à tenter de défendre ce qui est indéfendable, cachant ainsi 4 gros éléphants. Je vous ai parlé de ce scandale de corruption, scandale par lequel des membres du Conseil présidentiel ont tenté de monnayer la reconduction du président de la BNC, la Banque nationale de crédit, pour 100 millions de gourdes. Ils ont essayé cette semaine de se défendre, mais plus ils se défendent, plus ils s'embarrassent. Les arguties ne tiennent pas, les propos sont incohérents, le langage corporel, n'est-ce pas, être en train de trahir ces gens-là. Ils ne peuvent pas nier qu'ils ont reçu chacun une carte de 20 000 $ américains en attendant que le président de la Banque nationale de crédit, qui n'est pas blanc comme neige, parce qu'il s'est laissé corrompre. Il a coulé l'information dans la presse, il est allé voir son avocat lorsqu'il a compris que, même si Gérald Gilles, au nom d'Emmanuel Vertilher et de Smith Augustin, continuait de négocier avec lui la somme de 100 millions de gourdes pour le garder à la tête de la Banque nationale de crédit, il a vite compris que son nom ne faisait pas partie de la courte liste des 2 ou 3 noms qui ont été retenus pour le poste de président de la Banque nationale de crédit. Alors, se sentant roulé par Gérald Gilles, malgré les promesses mirobolantes, se sentant roulé par Emmanuel Vertilher et Smith Augustin qui l'ont rencontré plus qu'une fois, alors il a décidé d'y aller à quitte ou double, en révélant au grand jour le deal que Louis-Gérald Gilles lui avait proposé au nom des 2 autres conseillers présidentiels. Donc oui, je le félicite d'avoir fait ébruiter la chose, mais il n'est pas innocent non plus dans ce jeu de corruption, car pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait, d'une part, corrupteur, il faut qu'il y ait corrompu. Or, le président de la BNC, M. Pierre-Louis, précisément parce qu'il a accepté de donner 3 cartes de crédit de 20 000 $ à chacun de ces conseiller présidentiel s'est prêté au jeu de la corruption, même si, il faut le reconnaître, que les grands coupables là-dedans sont précisément Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilher. Les amis, quand je réfléchis sur ce pays, je me surprends à dire, mais est-ce vraiment un pays? Est-ce vraiment un pays? Quand je réfléchis sur Haïti, je me dis, mais est-ce que les gens qui sont à la tête de ce pays méritent de se faire appeler dirigeants? Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau
toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Ils agissent comme des enfants, ils ont un comportement tellement enfantin que parfois je dis, est-ce vrai ce que j'entends? Chers amis, avant d'y aller à la pause là, me croirez-vous si je vous dis que depuis que Kony a été installé comme Premier ministre de ce pays, il a intimé l'ordre à la ministre des Finances de ne pas décaisser, pas même 1 centime pour le fonctionnement du Conseil présidentiel. Me croirez-vous? J'ai dû valider cette information 3 fois plutôt qu'une parce que je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Imaginez que Gary Kony, qui est nommé par le Conseil présidentiel, donc qui, à toute fin pratique, doit être la créature du Conseil présidentiel, dans un jeu de démonstration de muscles, Gary Kony a intimé l'ordre à sa ministre des Finances. C'est sa ministre des Finances à double titre. C'est sa ministre des Finances parce que cette femme a été nommée là par la femme de Gary Kony, mais c'est sa ministre des Finances aussi parce que c'est lui le Premier ministre. Donc les ordres doivent venir directement de lui à tous ses ministres. Eh bien, il a intimé l'ordre à sa ministre des Finances de ne pas décaisser, pas une gourde pour le fonctionnement du Conseil présidentiel. Imaginez, les amis, imaginez l'angoisse des membres du Conseil présidentiel. Exemple simple, savez-vous que Emmanuel Vertiller ne se présente plus dans ses bureaux de conseiller présidentiel. Mais la raison qu'il évoque, il dit, écoutez-moi, je n'arrive plus à payer mes hommes pour ma sécurité. Je ne veux pas prendre la chance de me faire surveiller par des gens qui ne sont pas payés. Eh bien, ils risquent alors de vendre leurs services à mes ennemis. Alors, il dit, jusqu'à ce que mes agents de sécurité soient payés, je ne mettrai plus le pied dans mes bureaux de conseiller présidentiel. Un autre conseiller présidentiel dont je veux taire le nom me dit, docteur Fils-Aimé, eh bien, on ne pourra même plus manger parce que notre service de traiteur nous a fait comprendre, pas plus tard que vendredi dernier, c'était le dernier repas qu'on va vous livrer parce qu'on n'est pas payé depuis le mois de juin. Imaginez des gens qui sont à la tête du pays et qui n'ont pas une seule gourde nationale pour pouvoir fonctionner dans le train-train quotidien parce que le Premier ministre, qui est censé être la créature du Conseil présidentiel, a intimé l'ordre à sa ministre des Finances de ne pas décaisser une seule gourde pour le fonctionnement du Conseil présidentiel. Ainsi, vous aurez des agents de sécurité qui ont pour mission de veiller sur la vie des conseillers présidentiels, mais qui ne se présenteront plus parce qu'ils ne sont pas payés, imaginez. Le service de traiteur, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, ne livrera plus un seul plat au conseiller présidentiel parce qu'il n'est pas payé. Le chèque doit venir du ministère des Finances. Or, la ministre des Finances a dit, écoutez-moi, j'ai reçu l'ordre formel du Premier ministre de ne pas décaisser un seul centime pour le fonctionnement du Conseil présidentiel. Alors, quand Gary Kony ou les membres du Conseil présidentiel vous disent, écoutez, ça fonctionne bien entre nous, c'est la cordialité, c'est l'hospitalité, c'est du pur mensonge, c'est de la fiction. La vérité, c'est qu'il y a une grande tension entre Gary Kony et le Conseil présidentiel. Cette tension s'est exacerbée depuis que Gary Kony s'est permis de partir en mission, suivez mon regard, en cachant son agenda réel au Conseil présidentiel, pire, en annonçant au Conseil présidentiel le jour même qu'il allait partir à l'étranger. Dans son agenda, on n'a pas vu s'inscrire sa rencontre avec Anthony Blinken. À son agenda, on n'a pas vu, n'est-ce pas, sa rencontre avec le conseiller présidentiel, mais pire, à son agenda, il n'a pas osé mentionner qu'il a rencontré Kiko Saint-Rémy,
qui est venu le chercher à son hôtel, en l'absence de ses gardes du corps, pour l'amener rencontrer, devinez la suite, Michel Martelly. Imaginez l'amateurisme, les amis. Gary Coney est en voyage officiel dans un pays étranger. En tant que Premier ministre, sa vie, n'est-ce pas, doit être protégée en tout temps par des gardes du corps. À un moment donné, Kiko Saint-Rémy, le frère de Sophie Saint-Rémy, la femme de Michel Martelly, celui qui est accusé, reconnu de trafic de drogue aux États-Unis, Kiko Saint-Rémy est venu le chercher pour l'amener rencontrer ni plus ni moins Michel Martelly. Mais imaginez le renversement de l'ordre des choses. Vous êtes Premier ministre en fonction, un ancien président veut vous rencontrer, mais bon Dieu, qu'il se présente à votre hôtel, pas vrai? C'est comme ça que les choses se font. Mais que Kiko Saint-Rémy, qui est de réputation douteuse, soit venu vous chercher, n'est-ce pas, en l'absence de vos gardes du corps, il y a lieu de se demander, est-ce que ces gens-là dirigent un gouvernement? Est-ce qu'ils dirigent une affaire familiale? Or, d'affaires familiales, c'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, tout ce scandale de corruption, ce scandale qui concerne la reconduction de M. Raoul Pierre-Louis à la tête de la Banque nationale de crédit, tout ce scandale-là cache une affaire de 4 hommes d'affaires. Ce sont 4 hommes d'affaires, je vais vous les nommer, Gilbert Bidiot, n'est-ce pas, André Aped, Reynold Dib, Olivier Barrault, ce sont 4 hommes d'affaires qui ont plongé, n'est-ce pas, les mains dans la Banque nationale de crédit au point d'en accaparer 58% sous forme de prêt, mais qu'ils refusent de payer. Ils l'ont fait dans un jeu de magouille avec les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Et le président de la Banque nationale de crédit, ne voulant pas que les gens sachent ce qui s'est réellement passé, et ces 4 bandits que sont Gilbert Bidiot, André Aped, Reynold Dib et Olivier Barrault, ne voulant pas que la population sache ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire de 58% des actifs de la Banque nationale de crédit, il dit on va tout faire pour garder à la tête de la Banque nationale de crédit le même président, comme ça on ne nous obligera pas à payer, comme ça on ne procédera pas à des saisies de nos biens pour refus de rembourser notre dette. Et plutôt que de laisser s'installer un nouveau conseil d'administration avec un nouveau président, ils ont préféré pousser les membres du conseil présidentiel à monnayer la reconduction de Raoul Pierre-Louis comme président à la Banque nationale de crédit. Et voyant que ça ne marche pas, ils ont ébruité la chose, tentant ainsi de faire couler tout le conseil présidentiel. Ça, c'est un petit jeu macabre de Gilbert Bidiot, de Reynold Dib, d'André Aped et d'Olivier Barrault. Toute une introduction. Aujourd'hui, on aura des choses à se dire. Et quand je vous ai dit que ce pays-là, on ne l'administre pas comme un pays. Ce pays-là, on n'administre pas comme étant un bien qui nous appartient à tous. Encore un peu, ce pays-là deviendra, si vous voulez, la maison privée des Bidiot, la maison privée des Aped, la maison privée des Dib, la maison privée des Barrault, avec la complicité des politiciens qu'ils mettent en place, à qui ils accordent, n'est-ce pas, quelques miettes, quelques avantages personnels, et eux, ces politiciens, voulant réussir personnellement, plutôt que de travailler à la réussite de toute la nation, ils acceptent les miettes des Bidiot, ils acceptent les miettes des Barrault, ils acceptent les miettes des André Aped, ils acceptent les miettes des Reynold Dib, et ils permettent à ces 4 bandits de mettre la main sur 58% du portefeuille de la Banque nationale de crédit.
C'est de cela qu'il va s'agir à l'émission de ce matin. Vous voyez, le scandale de corruption dont je vous ai parlé dimanche dernier, c'est un enfumage pour cacher les véritables enjeux. Les enjeux du portefeuille de la Banque nationale de crédit qui sont aux mains à 58% de 4 bandits. Parmi les plus riches d'Haïti, Gilbert Bidjo est sans conteste l'un des hommes les plus riches de toute la Caraïbe. On ne parle pas de multimillionnaire là, on parle d'un milliardaire. Et pourtant, c'est cet homme qui, avec 3 autres complices, ont mis la main sur 58% du portefeuille de la Banque nationale de crédit et qui refuse de payer. Puisqu'il l'a fait en complicité avec le président actuel de la Banque nationale de crédit, plutôt que de le laisser partir, il a magouillé, il a piégé par leur faute les 3 conseillers présidentiels de manière à cacher cet éléphant qu'ils ne veulent pas que nous voyons. C'est ce que je vais vous exposer à l'émission d'aujourd'hui. Vous aurez besoin de toute votre tête. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Puisqu'il n'y a pas de justice dans ce pays, puisque le ministre de la Justice ne lance pas les chantiers des procès pour les crimes financiers, nous allons nous-mêmes faire le procès, nous allons dénoncer les salopards qui mettent la main sur les biens qui appartiennent à tous les Haïtiens et qui se croient être les seuls héritiers de Jean-Jacques Dessalines. Au fait, c'est de cela qu'il s'agit. Gilbert Bidjo, André Aped, Reynold Dib, Olivier Barrault se croient être les seuls héritiers de Jean-Jacques Dessalines au point de mettre la main sur 58% du portefeuille d'une banque qui nous appartient à tous et à toutes. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. « 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres de nous prendre l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait nous arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point. Mes chers amis, j'arrive à peine à m'imaginer comment réagirait la presse dans un pays de droit, comment réagirait la population, comment réagiraient les électeurs dans un pays de droit si on découvrait, exemple, que telle banque nationale ou telle caisse populaire qui devrait appartenir à tous les épargnants permettait à 4 individus d'emprunter jusqu'à 58%, 4 individus, jusqu'à 58% du portefeuille de cette banque. Vous imaginez? Le gouvernement tomberait. Le conseil d'administration irait en prison. Le président de cette banque-là aurait des comptes à rendre. Je vise au Canada, donc mes référents seront forcément des référents québécois. J'essaie à peine de m'imaginer si le portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec se retrouvait
entre les mains sous forme de prêt de 4 individus. C'est inimaginable. Cela ne pourrait se faire, car c'est pour cela qu'on a un conseil d'administration. C'est pour s'assurer que les prêts sont accordés selon des normes, selon des règles objectives, et que finalement, ce qui appartient à tous ne se retrouve pas entre les mains d'un petit groupe. Chers amis, il faut que je vous parle de cette fameuse Banque nationale de crédit haïtienne. Bon, d'abord, vous savez que la banque haïtienne existe en théorie depuis 1825, donc depuis plus de 100 ans maintenant. Mais savez-vous que la banque en Haïti ne prête de l'argent qu'à seulement 6% de sa clientèle? Imaginez là. Imaginez. Les banques ont des millions d'épargnants. Ils font de la publicité ad nauseam pour dire écoutez, on est là pour aider la population, pour aider les épargnants. Foutaise que tout cela. Les banques en Haïti ne prêtent leur argent qu'à 6% de leur clientèle. Si vous regardez le profil de ceux à qui les banques prêtent en Haïti, c'est toujours le même profil socio-économique. J'allais dire, c'est toujours le même profil socio-épidermique. Les gens qui ont le teint clair, les gens qui sont des amis, des membres du conseil d'administration. Et si vous n'avez pas des amis dans les conseils d'administration des banques, vous aurez beau apporter, vous aurez beau soumettre, n'est-ce pas, toutes les garanties, tous les collatéraux tels qu'on les appelle en Haïti, vous n'aurez vous n'aurez jamais un prêt. Et si vous commettez l'erreur de soumettre votre projet au conseil d'administration, non seulement n'aurez-vous pas de prêt, mais votre projet, ils vont le donner à un petit ami qui va l'exécuter alors que vous n'avez rien obtenu. Et ça, c'est depuis plus que 100 ans que ça existe. Imaginez, depuis 1825 que nous avons soi-disant une banque haïtienne, plus de 100 ans plus tard, le même pourcentage de clients à qui les banques ont toujours prêté, ce pourcentage-là n'a jamais évolué. C'est toujours 6% de la clientèle des banques en Haïti qui bénéficient des prêts. Qu'est-ce que serait le Canada si les banques ne prêtaient pas aux citoyens? Comment achèteraient-ils une maison? Qu'est-ce que seraient les pays avancés si leurs banques ne prêtaient pas de l'argent, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes d'affaires? Au fait, les pays avancés économiquement le sont justement parce qu'on facilite les prêts. Car en empruntant de l'argent à ma banque pour m'acheter ma maison, non seulement je m'enrichis moi-même, mon patrimoine prend de la valeur, la banque s'enrichit elle-même car elle reçoit de l'argent sur le prêt qu'elle m'a consenti, mais la collectivité grandit car il y a, n'est-ce pas, une répartition, une distribution de la richesse, il y a création de la richesse. Or en Haïti, les gens ont beau avoir des doctorats en économie, ils ont beau avoir, n'est-ce pas, toutes sortes d'études en finance, ils ne comprennent toujours pas que si on veut développer le pays, si on veut développer la communauté, les gens doivent avoir accès au crédit. Si vous allez sur le site de la Banque nationale de crédit, la Banque nationale de crédit offre toutes sortes de produits et services. L'un de ces produits, c'est des produits pour acheter des maisons personnelles. Je pense que ça s'appelle prêt CAIPAM. Des conneries comme ça. Donc, ils conçoivent comme produit des prêts pour que vous puissiez vous procurer votre maison. Ils ont des produits, n'est-ce pas, commerciaux. Comme ça, si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, en théorie, vous êtes censé pouvoir emprunter de l'argent à la Banque nationale de crédit si vous êtes qualifié. La Banque nationale de crédit haïtienne dispose comme portefeuille de 22 milliards de gourdes. Si vous divisez les 22 milliards de gourdes par 135 gourdes, qui est le taux du jour, ça donne quelque chose comme 162 millions de dollars américains. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. Dans les pays avancés, n'est-ce pas, un individu a plus que ça, Bidjo a sans doute plus que ces 162 millions de dollars qui représente le portefeuille de la Banque nationale de crédit, mais notez bien le nom,
c'est une banque. Une banque a pour mission, n'est-ce pas, de nous prêter de l'argent, mais c'est une banque nationale, donc c'est la banque qui appartient à l'État haïtien. C'est l'un des instruments financiers que l'État haïtien se donne pour faire du développement, à côté de l'ONA, à côté par exemple du FDI, n'est-ce pas, le Fonds de développement industriel, pour ne citer que ces exemples-là, à côté justement de la Banque centrale qui devrait veiller au bon fonctionnement des banques. Donc, la Banque nationale de crédit dispose d'un portefeuille de 22 milliards de gourdes, c'est-à-dire 162 millions de dollars américains. Chers amis, Imaginez que cette Banque nationale de crédit qui nous appartient à tous et à toutes comme Haïtiens, Haïtiennes, a prêté 58% de son portefeuille à 4 individus qui n'ont même pas besoin d'argent. Je parle de Gilbert Bidjo, je parle d'André Apped, je parle de Reynold Dib, je parle de Olivier Barrault. Gilbert Bidjo, tous les Haïtiens connaissent ce nom. Les Bidjo, ce sont des Juifs qui se sont installés en Haïti, je crois, au 19e siècle, qui sont arrivés pauvres et qui, par des jeux de corruption, des jeux de contrebande, en sont venus à être, je parle de Gilbert Bidjo, l'un des hommes les plus riches de la Caraïbe, rien de moins. Reynold Dib, c'est un contrebandier de première, un assassin, un corrupteur, qui est l'un des propriétaires de l'hôtel Oasis, n'est-ce pas, à Pétionville. Ce Reynold Dib, c'est un contrebandier, n'est-ce pas, qui fait entrer des saloperies depuis la République dominicaine, fabriquées spécialement pour des Haïtiens. Ça veut dire des choses dont la qualité laisse à désirer, et qui s'assure d'avoir le contrôle des douanes de Port-au-Prince et le monopole de certains produits. En sorte que si vous osez penser pouvoir importer certains produits en Haïti, c'est pas compliqué. Si vous êtes chanceux, vos produits vont pourrir à la douane de Port-au-Prince, ou si vous êtes moins chanceux, Reynold Dib vous fera assassiner ou il fera brûler tout simplement votre marchandise. Ce Reynold Dib, c'est celui qui, une fois se vantant en ma présence, n'est-ce pas, sur le lobby de son hôtel Oasis, disait à 2 autres amis, écoutez, moi, tous les sénateurs et tous les députés se retrouvent sur mon payroll. Ils reçoivent tous les mois un chèque de moi, donc aucune loi ne peut être votée au Parlement haïtien sans que cette loi ne fasse mon affaire. Et s'il y a une loi qui allait passer sans que je ne l'approuve, c'est pas compliqué, c'est bloqué. Et il a même dit qu'une fois on allait nommer un Premier ministre, il a envoyé une boîte d'argent à Michel Martelly en disant « ce ne sera pas celui-ci, ce ne sera pas celui-là, mais celui-ci ». Il a dit en ma présence. C'est pour vous dire de quel type de personnage il s'agit ici, là. André Apped, c'est cet agent de la CIA qui était l'un des leaders du groupe 184 en 2003-2004. L'un des GNBistes, n'est-ce pas, qui tous les jours était dans la rue pour renverser Jean-Bertrand Aristide et qui proposait un nouveau contrat social. Sauf que 20 ans plus tard, on réalise que le nouveau contrat social que, n'est-ce pas, dont André Apped faisait la promotion, c'était un nouveau contrat social grâce auquel il pouvait mettre la main sur jusqu'à 58% du portefeuille d'une banque qui nous appartient à tous. Et l'autre salopard, Olivier Barrault, il fait dans la vente des assurances. Imaginez, ces 4 hommes ont réussi à emprunter jusqu'à 58% du portefeuille d'une banque qui nous appartient à tous. Si ce pays-là était géré comme un pays, si ce pays-là n'était pas géré comme une affaire familiale, dites-moi, dans quel état de droit, dans quelle institution qui est gérée selon les normes, pourrait-on permettre à 4 individus de mettre la main sur 58% d'un portefeuille qui appartient à tous et à toutes. Donc, lorsque je vous ai dit que, oui, je félicite ce président du Conseil de la Banque nationale de crédit pour avoir coulé la nouvelle de la corruption, mais en même temps, je suis très dur avec lui pour avoir permis
un tel brigandage, pour avoir permis, n'est-ce pas, un tel, ma foi, un tel kidnapping des avoirs de ce pays, car c'est un conseil d'administration qui a approuvé ces prêts. Ce monsieur Raoul Pierre-Louis est à la tête de la Banque nationale de crédit depuis plusieurs années maintenant. Il a été placé là par nul autre que Michel Martelly, ami personnel de Kiko Sérémy, il s'en vante. Voilà l'homme qui a permis ce brigandage à la tête de la Banque nationale de crédit, brigandage par lequel 4 hommes ont mis la main sur 58%. 4 hommes, n'est-ce pas, ont fait un hold-up sur ce qui nous appartient à tous, 58% du portefeuille. Chers amis, que le conseil d'administration, avec à sa tête Raoul Pierre-Louis, ait permis un tel brigandage, un tel hold-up, c'est déjà criminel en soi. Mais le pire, c'est que ces 4 hommes très riches, Gilbert Bidiot, milliardaire, Reynold Dib, contrebandier, Olivier Barrault, expert depuis plus de 25 ans dans la vente des assurances, André Appet, n'est-ce pas, qui a reçu des hectares de terre en récompense n'est-ce pas, en récompense de la part de Jovenel Moïse, ils refusent de payer. Ils disent, écoutez, nous avons emprunté, mais nous n'avons pas les moyens de payer. Quand vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pas compliqué, on saisit vos biens, c'est ce qu'on fait dans tous les pays. Essayez d'aller emprunter de l'argent dans une banque haïtienne. On va vous demander tellement de garanties, on va vous exiger tant de collatéraux que si vous sautez 1 ou 2 paiements, c'est pas compliqué, on va mettre la main sur ce que vous avez donné en garantie. Alors, s'agissant de Gilbert Bidiot, l'un des hommes les plus riches de la Caraïbe, il refuse de rembourser. Plutôt que de l'obliger à rembourser, vous savez quoi? Le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, et à sa tête Raoul Pierre-Louis, a permis à ces 4 voleurs de procéder à un montage financier, montage grâce auquel ils ont dit, puisque nous ne pouvons pas payer, ou plutôt puisque nous ne voulons pas payer, nous allons faire en sorte que l'État haïtien, par l'entremise de l'ONA, l'État haïtien, par l'entremise du FDI, Fonds de développement industriel, devienne actionnaire de l'hôtel Oasis. Comme ça, si nous n'arrivons pas à payer, l'État haïtien ne pourra pas nous réclamer son dû, puisque l'État haïtien deviendra par le fait même co-actionnaire ou actionnaire dans l'hôtel Oasis. Est-ce que vous entendez ça, les amis? Et tout cela se fait dans notre dos. Tout cela se fait par un conseil d'administration qui reçoit sûrement des pots de vin de la part de Bidiot, qui reçoit sûrement des pots de vin de la part des Dib, qui reçoit sûrement des pots de vin de la part des Apped, qui reçoit sûrement des pots de vin de la part des Barreaux, pour faciliter le hold-up de 58% de notre avoir par 4 individus qui sont déjà ultra riches. Ne pensez-vous pas que cette affaire mérite une enquête plus approfondie? Comment le président de la Banque nationale de crédit a-t-il permis que 58% du portefeuille d'une banque soit accaparé par 4 individus? Comment le président de la Banque nationale de crédit et tout son conseil d'administration ont-ils permis que non seulement ces hommes-là refusent de payer, ne payent toujours pas, mais qu'ils aient embarqué d'autres entités de l'État dans cette magouille, au point qu'aujourd'hui, Bidiot peut dire « moi je ne paierai pas », André Appel peut dire « moi je ne paierai pas », Olivier Barrault dira « moi je ne paierai pas », Reynold Dib dira « moi je ne paierai pas ». Pourquoi? Parce que l'État haïtien est actionnaire par l'ONA et le FDI de l'hôtel Oasis. Il y a eu un conseil d'administration qui a permis ça. Le président de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a permis cela et il n'y a pas d'enquête. Maintenant, vous comprenez pourquoi les enjeux étaient grands. Quand le conseil présidentiel a été installé et que le moment est venu
était venu pour soit reconduire le conseil d'administration ou nommer un nouveau président à la tête de la Banque nationale de crédit, ça chauffait pour Bidjo, ça chauffait pour Reynold Dib, ça chauffait pour André Aped, ça chauffait pour Olivier Barrault, qui ne voulait pas que cette affaire soit sue. En aviez-vous entendu parler avant ce matin? Est-ce que vous saviez que le portefeuille de la Banque nationale de crédit était de 22 milliards de gourdes? Saviez-vous que jusqu'à 58% de ce portefeuille se retrouve sous forme de prêts non remboursés de 4 individus? Au fait, 58% de ce portefeuille est délinquant. Pourquoi? Parce que Gilbert Badio, parce que André Aped, parce que Olivier Barrault, parce que Reynold Dib refuse de payer. Donc, si vous êtes appauvri, s'il n'y a pas d'hôpital dans votre pays, s'il n'y a pas de route, en fait, l'État haïtien ne fournit aucun service à sa population. L'État haïtien ne fournit pas l'électricité, l'État haïtien ne creuse pas des routes, l'État haïtien ne fournit pas la sécurité, l'État haïtien ne vous fournit pas, n'est-ce pas, l'éducation gratuite. Pourquoi? Parce que les biens de ce pays sont accaparés, les biens de ce pays sont sous un triple hold-up. Un hold-up qui est entretenu par un petit groupe de familles, toujours les mêmes, mais un hold-up qui est facilité par des politiciens, des conseils d'administration à qui on donne des miettes comme à des chiens pour qu'ils se taisent, en sorte que vous et moi, nous continuons à nous faire dire que c'est un pays pauvre. Vous et moi continuons à constater que la population haïtienne, n'est-ce pas, n'a plus de force pour continuer de combattre. Et pourquoi? Pas parce qu'il y a une fatalité, parce qu'un petit groupe de pilleurs continue de s'accaparer des ressources du pays pour aller investir ailleurs. Au fait, Bidjo est probablement l'un des plus grands investisseurs en République dominicaine, dans des hôtels, dans des stations à essence, non seulement en République dominicaine, mais partout dans la Caraïbe, mais également aux États-Unis. Bidjo vole votre argent, il vole vos ressources, avec la complicité des conseils d'administration des banques, et il dit, moi, je ne paierai pas. Et plutôt que de payer, on va y aller avec un montage financier de magouille, un montage financier digne, n'est-ce pas, des organisations mafieuses de ce monde. L'État haïtien devient copropriétaire de l'hôtel Oasis, et donc, on ne paiera plus, même si on a la capacité de payer. Si c'était vous qui deviez de l'argent à une banque et que vous fussiez incapable de rembourser, faites-moi confiance, vos biens seraient déjà saisis. Faites-moi confiance, les garanties que vous avez fournies auraient déjà fait l'objet d'une saisie. Mais s'agissant de Bidjo, s'agissant d'André Aped, s'agissant de Reynold Dib, s'agissant d'Olivier Barrault, on les laisse filer. Et ce Raoul Pierre-Louis fait tout pour rester à la tête du conseil d'administration de la banque parce qu'il ne veut pas qu'on sache ce brigandage auquel il s'est livré au profit de ces 4 bandits. Voilà de quoi il s'agit, les amis. Ce scandale de corruption par lequel Raoul Pierre-Louis était prêt à avancer de l'argent. Il songeait à donner ses 100 000 gourdes à Gérald Gilles. Il était prêt à les donner. C'est lorsqu'il a réalisé que son nom ne faisait pas partie de la courte liste qu'il a changé de position et qu'il a décidé alors de sortir la nouvelle. Imaginez, depuis tout le temps qu'il est là à la tête de cette Banque nationale de crédit en tant que président du conseil d'administration, non seulement a-t-il permis ce brigandage, il l'a gardé à l'insu de la population et il continue de permettre que Reynold Dib, Gilbert Badio, André Aped et Olivier Barrault ne payent pas leur dû, ne remboursent pas ce qu'ils ont volé à la population. Je disais mercredi dernier, les amis, l'État haïtien n'est pas au service de la population haïtienne. L'État haïtien est au service
de la bourgeoisie haïtienne. Une bourgeoisie, regardez bien, étrangère. Ces gens-là sont arrivés chez nous, n'est-ce pas, au 19e siècle. Depuis le 19e siècle, ils constituent 5% de la population. Ils constituent encore 5%. Savez-vous pourquoi? Ils se marient entre eux. Ils ne se considèrent pas comme haïtiens. Ils sont là pour téter la mamelle. Ils sont là pour exploiter la population, pour voler, pour piller, pour corrompre, sans payer leur dû. Et ils le font parce qu'ils prennent en otage l'État haïtien qui se prête au jeu. Et puis la population haïtienne n'en peut plus de souffrir. Quand est-ce que cette affaire va s'arrêter, les amis? Michel Martelly a fait venir Gary Conille jusqu'à Miami. Il l'a fait chercher par son beau-frère, le mafieux Kiko Saint-Rémy, pour lui dire, écoutez, le conseil d'administration doit rester le même, le président doit rester à son poste, quitte à faire couler tout le conseil présidentiel et le remplacer par une espèce de président de la Cour de cassation, peut-être gardé Edgar Leblanc. Mais ce conseil présidentiel qui veut changer le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit doit tomber, car si le conseil d'administration change, le nouveau conseil risque de demander des comptes à ces 4 familles. Le nouveau conseil risque d'exiger que les Bidjo, les APED, les DIP de ce monde payent leurs dettes. Pour éviter qu'on aille jusque-là, faisons couler le conseil présidentiel. Alors vous commencez à comprendre ces tensions, ces frictions qu'il y a entre Gary Conille et le conseil présidentiel, lequel Gary Conille ne révèle pas son agenda au conseil présidentiel, dont il est pourtant la créature. Gary Conille qui interdit à sa ministre des Finances d'émettre quelque montant que ce soit pour le fonctionnement du conseil présidentiel. Parce que Gary Conille n'est pas là pour l'avancement du pays. Il n'est pas là pour résoudre le problème de l'insécurité. Il est là pour lécher sa propre image et faciliter en 2026 l'élection d'un autre PHTKiste en la personne de Michel Martelly, de Claude Joseph ou d'autres salauds de ce monde. Question de permettre aux mêmes petites familles, les mêmes, ces étrangers, qui ne se considèrent jamais comme haïtiens, même s'ils se sont installés chez nous depuis plus de 100 ans maintenant, permettre donc à ces familles de voler les ressources du pays sans rendre leur dû. Est-ce que vous comprenez les enjeux maintenant? On s'arrête pour une pause. Je vous reviens avec le que faire à partir de maintenant. À tout à l'heure, les amis. « 1804-2024, ça fait 220 l'année les ancêtres de nous prendre l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où mon là ou mon pas là. Point. Vous vous souvenez qu'au début de l'émission, je me posais la question à dessein. Mais quelle est la priorité de Gary Conille? Si la priorité de Gary Conille était de résoudre le problème
d'insécurité, faites-moi confiance, on commencerait déjà à avoir des signes. On commencerait déjà à enregistrer des progrès. Beaucoup de ceux qui ont été chassés de leur résidence, qui ont été chassés de leur maison par les Vitellum, par les ISO, par les barbecues de ce monde, seraient déjà rentrés chez eux. Mais Gary Coney ne fout rien. Au fait, pourquoi est-il payé là? Il est payé pour magouiller de telle sorte qu'on ne sache pas que 58% du portefeuille de la Banque nationale de crédit est délinquant. Il y a quelqu'un qui, au sein du conseil présidentiel, a tout simplement recommandé que la Banque nationale de crédit soit placée sous tutelle, qu'on lance une enquête approfondie, qu'on fasse un audit, qu'on aille dans le fond des choses, qu'on sache, mais pour quelle raison un conseil d'administration a permis que 58% d'un portefeuille d'une banque qui appartient à tout le monde soit accaparé sous forme de hold-up par 4 individus? Pourquoi on n'a pas exigé que ces individus payent? Bidio a plein d'entreprises au pays. Reynolds Dib a des hôtels, mon Dieu. André Aped a des terres. Mais pourquoi ne saisit-on pas leurs biens? Il faut qu'on enquête sur ce président de la Banque nationale de crédit, arroseur arrosé maintenant. Comment avez-vous permis cela? Qui a fait ce montage financier? Il est bruit que c'est le groupe Croissance. Ah, groupe Croissance, dont son membre, Roro Farrell, dont son membre, justement, Nesmi Maniga. Le même Nesmi Maniga qui aujourd'hui est le chef de cabinet de Gary Coney. Est-ce que vous comprenez là? Quand je vous ai dit qu'Haïti ne nous appartient plus, au fait, les véritables héritiers de Jean-Jacques Dessalines, ce sont Gilbert Bidio, j'ai dit Badio tout à l'heure, enfin les mêmes criminels, Gilbert Bidio, André Aped, Reynolds Dib et Olivier Barrault. Au fait, je suis sarcastique, regardez ces gens-là et dites-moi qu'est-ce qu'ils ont de Dessaliniens en eux. Au fait, si Dessalines revenait, il l'aurait assassiné à nouveau. Alors ce pays-là devient la propriété privée de ces 4 familles. Par où est passée la feuille de route de l'accord du 3 ou 4 avril, feuille de route par laquelle le ministre de la Justice, dans les premières semaines de son installation, devrait lancer des procès pour des crimes financiers. En voilà un crime financier. Il faut qu'on sache comment 58% du portefeuille de la Banque nationale de crédit s'est retrouvé délinquant parce que 4 emprunteurs refusent de rembourser. Qui avait facilité ce prêt? Quelles sont les garanties que ces gens-là ont fournies pour obtenir ce prêt? Et pourquoi ne saisit-on pas leurs biens? Entre-temps, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, pas vrai? Entre-temps, vous, peuple haïtien, vous n'avez qu'un seul rêve. Laissez Haïti pour Partouville. Vous laissez Haïti à destination du Chili. Vous laissez Haïti à destination du Nicaragua. Pourvu que vous laissiez Haïti, mais pas parce que Haïti soit un enfer, mais parce que les Bidio, les Aped, les Dib, les Barrault ont transformé ce paradis de Dessalines en un enfer pour vous. Il faut que cette affaire cesse. Quand quelqu'un dirige Haïti, pour qui le fait-il? Est-ce qu'il le fait pour l'intérêt des Bidio? Gary Coney, qui a tellement manœuvré, qui a tellement fait campagne pour être Premier ministre, à quelle fin est-il là? Il me semble que la priorité première devrait être de résoudre le problème d'insécurité. On a des Kenyans qui foutent rien au pays. Et Edgar Leblanc est allé mentir à l'étranger en disant qu'on est en train de régler le problème de sécurité. Gary Coney continue à lécher son image en nous berçant de sa voix doucerette. C'est quoi ça? Est-ce que ce pays est une affaire de famille ou bien est-ce qu'on va le gérer
selon des règles? Est-ce qu'on va le gérer en toute transparence? Qu'est-ce que Gary Coney a été chercher effectivement à Miami? Qu'est-ce qui s'est dit entre Michel Martelly et lui? Avec quel nouvel agenda est-il rentré? Chers amis, si dans les prochains jours, le ministre de la Justice ne lance pas le chantier de ses procès pour les crimes financiers, si ce conseil d'administration, dans les prochains jours, ne fait pas l'objet d'investigation de la part de l'ULCC, mais ce sera à vous de vous faire justice. Depuis 200 ans qu'on vole vos ressources, depuis 200 ans qu'on s'accapare de vos biens, depuis 200 ans qu'on vous empêche d'avoir un minimum. Et entre-temps, Bidjo est devenu milliardaire, du pauvre qu'il était lorsqu'il est arrivé dans ce pays. Aujourd'hui, il corrompt l'État. Il prend en otage, n'est-ce pas, les conseils d'administration pour lui permettre de s'accaparer de la plus grande partie du portefeuille d'une banque qui nous appartient à tous. Et on laisserait cela comme ça. Le Premier ministre continue de donner des entrevues à des journalistes qu'il prend la peine de payer, pas vrai? Il ne permet pas à sa ministre des Finances d'émettre des chèques pour le fonctionnement d'un conseil présidentiel, ce qui est très dangereux. Entre-temps, il paye des journalistes pour qu'ils fassent de la propagande pour lui. Pour qu'ils nous fassent croire qu'il est en train de travailler, qu'il est en train de régler les problèmes d'insécurité, etc. Où sont les mesures d'apaisement que Gary Coney nous avait promises? Est-ce que le panier d'épicerie coûte moins cher depuis qu'il est installé? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bientôt, vous allez devoir renvoyer vos enfants à l'école. Le fameux Fonds national pour l'éducation, il sert à quoi? Quand vous envoyez $1 en Haïti, quand vous envoyez de l'argent, il y a $1,25 que l'État haïtien perçoit à chaque fois. Comment est utilisé cet argent? Qui va en rendre compte? Est-ce que Gary Coney va exiger, n'est-ce pas, qu'il y ait des audits sur cette affaire de Banque nationale de crédit, là, qui semble s'être limitée aux 100 millions de gourdes que Gérald Gilles cherchait à avoir pour reconduire ce garçon à son poste. Mais c'est plus que cela. Si on est sérieux, ces 3 conseillers-là ne peuvent pas rester non plus à leur poste. Quel crédit fera-t-on à un conseil présidentiel qui va organiser des élections d'ici à, n'est-ce pas, d'ici à l'année 2026, quand 3 d'entre eux sont pris les culottes baissées dans une affaire de marchandage, dans une affaire de pot de vin de 100 millions de gourdes. Ils sont pris la main dans le sac avec une carte de crédit de $20 000. Est-ce qu'on va leur faire confiance? Pourquoi Gary Coney ne demande pas à ces 3-là de démissionner? Pourquoi les 4 autres membres du conseil présidentiel ne prennent pas une résolution majoritaire forçant ces 3 autres membres à se retirer? Et regardez, ils ne peuvent pas régler le problème par eux-mêmes parce que ce sont des mineurs. Ils se laissent minoriser par la CARICOM. Vous l'avez entendu, la nouvelle? La CARICOM va envoyer des émissaires, des personnalités éminentes qui vont venir leur faire la leçon comme à des enfants. Ils vont vérifier s'ils ont bien fait leur devoir. Ils vont vérifier le discours, ils vont vérifier les dires d'Edgar Leblanc, qui a dit, écoutez, nous sommes en train de résoudre le problème d'insécurité. Ils vont réaliser que tout cela, c'est faux. Ils vont enquêter sur cette affaire de corruption, cette affaire de pot de vin. Et ce que les 4 autres membres du conseil présidentiel ne réussissent toujours pas à faire, c'est-à-dire forcer la démission de ces 3-là, CARICOM va sûrement le réaliser. Une fois de plus, nos dirigeants se comportent comme des enfants qui ont un comportement enfantin et qui se font dicter leurs devoirs par des adultes étrangers.
Quel pays. Quel pays. Quel triste pays. Quelle tragédie, les amis. Quelle bande de comédiens incompétents, voleurs, rapaces, gourmands, parasites. J'espère que l'émission de ce matin vous fera réfléchir. J'espère que vous réaliserez à quel point nos dirigeants sont indignes de nous. J'espère que l'émission de ce matin vous fera réaliser que si vous n'arrivez pas à vous rendre à l'école, si vous n'arrivez pas à vivre en Haïti, si vous n'avez pas les services auxquels vous avez droit, ce n'est pas parce que l'État haïtien n'en a pas les moyens, c'est parce que l'État haïtien se laisse prendre en otage. L'État se laisse prendre en otage par un petit groupe de familles, toujours les mêmes. Au fait, l'État haïtien est pris en otage peut-être par une centaine de familles, même pas. Justin Trudeau disait une douzaine de familles qui arrivent à acheter 1 millier de politiciens. Ce n'est pas plus compliqué. Nous sommes 14 millions. Nous sommes pris en otage par une vingtaine de familles qui corrompent 1 millier de politiciens et nous nous laissons faire. Vivement la révolution. Gardons le moral. Car tant que Val Moral, tout va. Vive Haïti. Bonne semaine quand même. Au revoir. « 1804-2024, ça fait 220 l'année l'épisode 7 de te prend l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait river dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point.